Bienvenue, chers auditeurs, dans l'émission Entre chiens et loups et sa rubrique mensuelle Aéronautique et marine, présentée par Catherine Loubet. Aujourd'hui, nous vous présentons des séquences d'interviews qui ont été réalisées en direct lors du Salon du Carrefour de l'Air 2018 au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget et l'événement du meeting aérien des 120 ans de l'Aéroclub de France, qui s'est déroulé également sur le tarmac de l'aéroport du Bourget pour marquer l'événement. Superbe démonstration, tant civile que militaire, dont la participation de la Patrouille de France. Tout d'abord, et en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Salon du Carrefour de l'Air, quel est-il ? Chaque année, et cela depuis 8 ans, des associations ainsi que des musées et des collectionneurs du monde aéronautique sont présents durant tout un week-end dans le hall du Concorde du Musée de l'Air et de l'Espace. Ils reçoivent un public de passionnés. C'est justement sous les ailes du Concorde Sierra Delta que j'ai rencontré le stand du Mémorial Normandie-Niemen, rendant hommage au régiment de chasse du même nom. Monsieur Hervé Pierrot, vice-président du Mémorial, se confie au micro de IDFM 98 Radio Anguin. Alors maintenant je suis avec monsieur Hervé Pierrot qui fait partie du Mémorial Normandie-Niemen. Nous sommes toujours au Carrefour de l'Air, au Bourget. Cette magnifique manifestation qui a eu lieu en plus avec les 120 ans de l'Aéroclub de France. Et je voudrais juste savoir un petit peu, monsieur Hervé Pierrot, que vous nous parliez un petit peu du Normandie-Niemen, du régiment de chasse Normandie-Niemen aujourd'hui. Et en plus, à l'aéroport du Bourget, il y a un mémorial maintenant avec une très belle exposition. Oui, donc on va commencer par le mémorial Normandie-Niemen. Cette exposition permanente au sein même du musée de l'Air et de l'Espace, sur 500 mètres carrés, nous montre un Yak 3 de la génération 45. C'est un Yak qui est rentré le 20 juin 1945, qui a fait partie de la flotte des Yak, offert par Staline, parce que pour lui, un combattant rentrait avec ses armes. Donc 38 Yak sont arrivés le 20 juin 1945. De plus, le régiment Normandie-Niemen est toujours en activité. Après être mis en sommeil à la fin des F1CT de Colmar, en sommeil quelques années, et réouverture en 2012 à Mont-de-Marsan sur Rafale. Le Normandie-Niemen est toujours un escadron opérationnel, sans être chauvin, l'un des meilleurs escadrons de chasse. Je m'en excuse auprès des autres que j'aime bien aussi. Que voulez-vous savoir encore ? Alors, je crois aussi savoir que vous êtes descendant d'un des pilotes, bien sûr, du régiment de chasse Normandie-Niemen, durant la dernière guerre, bien sûr, on le précise pour nos auditeurs. Oui, donc je suis le fils de Fernand Pirot. Fernand Pirot, après l'armistice en 40, s'est retrouvé au Maroc et en Algérie pour perfectionner son école de chasse. Il était déjà breveté, donc perfectionner son école de chasse à Casbah et Talda, dans des escadres qui existaient, et l'ouverture pour ces jeunes pilotes de faire du combat s'est présentée à un certain moment avec l'adjudant Felzer, qui était plus ancien qu'eux, et un groupe est parti ont quitté l'Algérie en octobre-novembre. Ils ont fait escale au Caire, après Téhéran. Et donc papa, Fernand Pirot, est arrivé le 14 janvier en Union soviétique et il est arrivé le 27 janvier sur la base de Toula, en plein hiver, une base au sud de Moscou, pour commencer son perfectionnement sur Yak. Alors, très souvent, on voit Normandie-Niemen et beaucoup de personnes se posent la question. On voit 2 léopards dorés sur un fond rouge, c'est l'écusson, et on voit marqué Normandie, trait d'union, Niemen. Qu'est-ce que cela signifie ? À une certaine époque, tout le front du nord de l'Union soviétique était en combat, bien sûr, et le fleuve Niemen était là. Ils ont traversé le Niémen pour repousser les forces allemandes. Et donc Staline a pris la décision un décret, je ne pourrais pas vous le traduire en russe, c'est Apriska ou je ne m'en souviens plus. Donc toutes les forces qui ont traversé le Niémen à cette époque pouvaient rajouter à leur nom initial Niémen. La France n'a pas fait d'objection, donc le régiment s'appelle Régiment Normandie-Niemen depuis 1945.
Alors ça a scellé en fait, toute cette grande histoire, cette épopée, a scellé une grande amitié entre les Français et les Russes. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oh, vous savez, il y a toujours cette fraternité d'armes, hein, sans rentrer dans la vie actuelle, dans les problèmes diplomatiques, mais voilà, ça veut dire que cette fraternité d'armes existera, et nous ne sommes pas les seuls, hein. Ça veut dire d'autres Français, militaires français, ont fait ça en 1917, pour l'aviation du Tsar, hein, donc, et même petite anecdote, le papa de Jean Tulane était sur cette liste déjà en 1917. Vous voyez, donc les liens avec le peuple russe, ils sont là, et vraiment on parle de fraternité. Alors cette fraternité d'armes, on l'a retrouvée, comme vous le disiez, hein, dans diverses escadrilles d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça consiste en quoi exactement ce mémorial ? Vous en avez parlé tout à l'heure, mais aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment un travail de mémoire, de réunification, de réunir un peu, un peu les familles, parce que les familles, bien sûr, d'année en année, elles se sont séparées, se sont agrandies, il faut retrouver les adresses. Donc, en fin de compte, mon titre, c'est vice-président, mais délégué aux familles, ça veut dire que il faut que les familles, et il y en a qui ne le savent pas, que l'espace Normandie-Yémen existe au musée de l'air et de l'espace. Voilà, pour nous, cette salle est notre lieu de pèlerinage. Ça veut dire que toute famille Normandie-Yémen a maintenant un espace au musée de l'air et de l'espace qui est vraiment, d'abord c'est très très beau, mais c'est le centre, voilà, c'est pas un musée qui est en province, et je m'en excuse, mais il y a énormément de monde qui passe dans cet espace neuneux au musée de l'air et de l'espace. Pourquoi dit-on neuneux ? Alors Neuneu, est-ce que c'est en 45, très très peu de temps après leur arrivée, il y avait la fête à Neuneu à Paris, et les pilotes ont dit Neuneu parce qu'en fin de compte c'est NN, et eux ils ont dit les Neuneu. Donc on l'utilise ou on l'utilise pas, mais moi ça me dérange pas d'utiliser parce que ça vient vraiment des pilotes, hein. C'est eux qui ont sorti les premiers Neuneu, la fête à Neuneu à Paris en 45. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Monsieur Hervé Pierrot. Spasibo bolchoï, hein. Spasiba, Catherine, merci beaucoup. Sorti du hall Concorde et me retrouvant sur le tarmac, je suis allée voir un petit peu les quelques avions qu'il y avait en statique. Donc, pour les citer, un Curtiss P-40, un Junker Ju-52, un Douglas C-47 DC-3, un Hawker Sea Fury, un Douglas C-47 Skytrain, un Catalina PBY, un North American P-51 Mustang, un Atlantique 2 et un Rafale de la Marine nationale, et plus loin, les Alpha Jets de la patrouille de France. Afin de mieux comprendre l'importance de ces 120 ans de l'Aéroclub de France, ce meeting, auquel participaient également de célèbres pilotes de voltige en duo, Catherine Monory qui dirigea le musée de l'air et de l'espace de 2010 à 2017, qui est devenue présidente de l'Aéroclub de France, double championne du monde de voltige, 10 fois championne de France, et Aude Le Mordant, pilote de ligne sur Boeing 740 777, j'ai bien dit, hein. Double championne du monde de voltige et quadruple championne de France. Voici auparavant quelques renseignements essentiels concernant l'historique de l'Aéroclub de France. Juste avant, faisons une petite pause musicale. FM 98 Radio Anguin, interview aéronautique et marine, Carrefour de l'air et les 120 ans de l'Aéroclub de France, 2018 au Bourget. L'Aéroclub de France, c'est la plus ancienne association d'aviateurs au monde. Elle a été créée en 1898. Son objet était à l'époque d'être une société d'encouragement à la locomotion aérienne sous toutes ses formes et dans toutes ses applications. Dès ses premières années d'existence, l'Aéroclub de France organise ainsi le prix Dutch de la Meurthe, destiné aux pilotes de dirigeables en 1901, ou encore la Coupe Gordon Bennett, compétition aéronautique internationale en 1906. Les premières cartes de pilotes aviateurs, puis brevets de pilotes, sont délivrées par l'Aéroclub de France dès 1909. L'institution est d'ailleurs reconnue d'utilité publique dès cette date. Dès 1893, l'Aérophile est la revue de l'Aéroclub de France. Elle devient Aéro-France à partir de 1997 et compte depuis 136 numéros parus. Depuis 1947, l'Aéroclub de France, en collaboration avec la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC,
organise les échanges internationaux des cadets de l'air en France. Chaque année, environ 500 jeunes passionnés d'aéronautique participent à cet échange mondial qui regroupe une vingtaine de pays. Aujourd'hui, l'Aéroclub de France adapte son action tout en conservant certains de ses rôles originels, tels que promotion de l'aviation au travers de coupes et de prix, homologation des records, distinction des grands acteurs de l'aéronautique et de l'espace, célébration des événements fondateurs de la conquête de l'air. Depuis 1931, l'Aéroclub de France est installé dans un hôtel particulier du 19e siècle du 16e arrondissement de Paris, rue Galilée. Alors maintenant, pour mieux vous faire partager cet événement d'aéronautique juste avant que le meeting aérien ne commence, il n'est pas si aisé de trouver un pilote pour être interviewé et par chance vraiment inouïe, le commandant Raphaël de l'aviation Atlantique 2 de la Marine nationale a accepté de répondre quelques instants à nos questions. Voilà, eh bien nous sommes à l'aéroport du Bourget. En fait, nous fêtons cette année les 120 ans de l'Aéroclub de France qui se trouve à Paris. Et là, aujourd'hui, exceptionnellement, parmi tous les avions qui sont encore sur le tarmac et qui vont certainement évoluer tout à l'heure pour ce grand meeting, nous avons le plaisir de recevoir la Marine nationale et entre autres, il y a un avion qui est assez volumineux. On se pose beaucoup de questions par rapport à cet avion. Il s'agit de l'Atlantique 2. Et nous avons la chance d'avoir le commandant de bord de cet Atlantique 2, qui est le capitaine de l'Atlantique 2, qui s'appelle Raphaël. Je vous laisse vous présenter, parce qu'au niveau de la Marine nationale, de l'aéronavale, on ne dit pas capitaine, il y a un autre grade. Quel est ce grade ? Oui, tout à fait. Du coup, mon grade, c'est lieutenant de vaisseau, ce qui est équivalent de capitaine. Du coup, je suis commandant de bord sur ATL2 depuis 3 ans maintenant. Alors, cet avion, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Il est volumineux, il a quand même une forme un peu spéciale, on dirait un poisson, on dirait un grand poisson. Y a-t-il justement une raison pour tout ça ? Quelles sont ses missions ? Voilà, je vous laisse nous en parler. Alors, l'Atlantique 2, c'est un avion qui est dérivé de l'Atlantique 1, qui était en service dans les années 60 jusqu'au début des années 90. Donc c'est une évolution, on a gardé la même cellule, mais on a considérablement amélioré le système d'armes. L'Atlantique 2, c'est un avion à la base qui est conçu pour faire des missions de lutte anti-sous-marine. Il fait également plein d'autres missions, de la lutte anti-navire. Donc pour ça, il peut être équipé de missiles Exocet. En lutte anti-sous-marine, il peut être équipé de torpilles MU-90. On fait également toutes les missions d'action de l'État en mer. Donc ça englobe du recherche et sauvetage, contre-terrorisme maritime, surveillance des approches maritimes. Et également, ce qui nous occupe beaucoup ces temps-ci, les opérations aéroterrestres, notamment dans le cadre des opérations Chamal et Barkhane. D'accord. Et vous êtes combien à bord ? Alors l'équipage standard est composé de 14 personnes. Donc il y a 2 pilotes, dont le commandant de bord, 2 mécaniciens de bord, un coordinateur tactique, et ensuite il y a 3 spécialités. Donc la spécialité DNAE, c'est tout ce qui est détection radar et navigation aérienne. La spécialité GATEBO, c'est guerre électronique et transmission. Et enfin, les DASBO, détecteurs acousticiens. Quelles sont en fait, les missions, vous nous les avez décrites un petit peu, les entraînements, parce que quand même c'est un avion quand même particulier, certainement. Il y a une formation, Vous pouvez nous en parler un petit peu aussi de cette formation qu'il y a par rapport à chaque... C'est pas du tout un Rafale, ce n'est pas... Voilà, donc il a un poids, c'est un avion d'abord de chez Dassault, je crois qu'il a été... Oui, la TL1 c'était Breguet à l'époque, la société. Ensuite c'est Dassault qui a repris pour la TL2. D'accord. Pour la formation, alors chaque spécialité a sa propre formation évidemment. Oui. Pour les pilotes, ça correspond à la formation multimoteur qui est faite dans l'armée de l'air jusqu'à mocaronnage. Et ensuite, il y a une phase de transformation sur ATL2 d'une dizaine de vols. Et ce qui permet aux jeunes pilotes de commencer sa carrière en équipage de patrouille maritime. Alors là, on le voit au Bourget, là, il est là, sur le tarmac. C'est vrai que beaucoup de personnes connaissent l'armée de l'air avec beaucoup d'avions qui sont très connus, mais c'est vrai que l'Atlantique 2, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, qui se posent des questions par rapport à cet avion ? Alors, c'est vrai que pour les jeunes, souvent l'aéronautique navale est moins connue que l'armée de l'air.
Et souvent les jeunes pilotes, une fois qu'ils découvrent qu'il est possible de faire pilote dans l'aéronautique navale, la TL2 est relativement méconnue par rapport à la filière chasse notamment. Donc ceux qui s'y intéressent vraiment finissent par connaître tous les types d'avions qu'il y a dans l'aéronautique navale, mais c'est vrai qu'au début ça ne vient pas forcément à l'esprit et les gens souvent ne connaissent pas vraiment les missions que nous réalisons avec la TL2. Alors vous faites de la surveillance maritime également. Ça doit être assez impressionnant parce que je crois que vous volez assez à basse altitude forcément pour faire de la surveillance. Comment... Oui, l'avion est capable de voler jusqu'à 100 pieds au-dessus de la mer de jour, 300 pieds lorsqu'il fait nuit. Alors 100 pieds, ça correspond à peu près à combien? Ça fait 30 mètres, 30 mètres d'altitude. Ah oui, c'est pas beaucoup. Hein. Non. Ouais. Donc vous voyez les poissons, si je peux... Ça arrive, oui, tout à fait. Oui. Et alors, nous sommes en compagnie également d'un collègue de la radio, là, de IDFM Radio Anguin, qui est passionné également d'aviation, comme je le suis aussi, mais lui, il a peut-être des questions aussi un peu différentes encore des miennes. J'aimerais bien qu'il participe. Oui, Claude bien Lévy. sûr. Je suis un passionné de l'aéronautique en général et je découvre aujourd'hui cet Atlantique 2 qui a en effet une forme très particulière et qui intrigue beaucoup. Vous avez un équipage quand même considérable, tous formés donc à leur spécialité. Vos dernières missions, elles ont consisté en quoi, en opérationnel? Alors, les dernières missions que j'ai réalisées, c'était dans le cadre de l'opération Chamal. Donc la TL2 participe avec les moyens de l'armée de l'air ainsi que des bâtiments qui sont également au large, qui participent également à ces missions. D'accord, ça se déroule sur quel... C'est sur le théâtre irako-syrien dans le cadre de la lutte antiterrorisme, où globalement la mission de la TL2 c'est de la recherche finalement de ces troupes djihadistes. D'accord. Donc vous êtes vraiment très, très impliqué. Votre base est actuellement sur l'Orient. Oui. Il y a combien d'appareils de ce type disponibles? Alors il y a 22 Atlantique 2 encore en service et on en a une bonne dizaine en ligne. Alors pardon, ils sont, si je peux dire, actualisés, ces Atlantique 2. Est-ce Oui. qu'il y a des remaniements actuellement encore après? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Atlantique 1 est complètement retiré du service. Oui. Les derniers à en avoir, c'était les Italiens. Donc, ils ont terminé. Et l'Atlantique 2, effectivement, la particularité, c'est qu'en fonction des missions, on peut rajouter des équipements optionnels. Et il y a actuellement en transformation l'Atlantique 2 Standard 6. Donc, qui sera rénové notamment au niveau du radar, avec un radar Searchmaster bien plus performant que celui qu'on a. Un nouveau système acoustique également. D'accord. Alors, au niveau de sa forme, tout à l'heure j'en parlais au début, il a une ligne, j'allais dire, on dirait presque une ligne de flottaison, cet avion, au milieu de sa carlingue. Ça correspond à quoi? En fait, l'Atlantique 2, c'est le seul avion qui a été conçu exclusivement pour la mission de patrouille maritime. Et c'était prévu dans le cahier des charges que l'avion puisse, en cas d'urgence, puisse amérir. Ah, voilà. D'où cette forme, en fait, ce qu'on appelle nous en forme de bilobe, où finalement le bilobe inférieur permet à l'avion de flotter. Et il y a déjà eu le cas pour notamment les avions néerlandais, les Atlantique 1 néerlandais. Il y en a deux qui ont fait ce qu'on appelle un ditching, un amérissage, et donc il n'y a pas eu de mort, tout le monde a survécu. Il y a même un avion qui a pu être remorqué jusqu'au port. Mais alors dites-moi, ça serait bien finalement que les avions de ligne, enfin à peu près tous les avions, aient cette forme-là. Parce qu'au moins si jamais il y avait un problème, ils pourraient amérir, enfin, essayer d'amérir, et il y aurait plus de personnes sauvées. Enfin c'est une idée qui vient comme ça, mais pourquoi pas? Alors, je pense que dans la certification des avions de ligne, c'est prévu justement qu'ils puissent flotter à minima. Il y a eu le cas notamment du crash de l'Airbus dans l'Hudson où Ah oui, oui. finalement les conditions étaient certes favorables, mais l'avion est quand même conçu pour pouvoir flotter un minimum en cas d'amérissage. Et quel est son poids à peu près? Alors la masse maximum est de 45 tonnes. Ouais. Voilà. Et globalement, la masse à vide est aux alentours de entre 25 et 26 tonnes en fonction des avions. Donc en fait, tout le delta entre les deux, c'est du choix entre du carburant, de l'armement, l'équipage. Et son rayon d'action lorsqu'il est en pleine charge? On arrive à faire en mission une dizaine d'heures de vol.
tout dépend du nombre de personnes à bord, de l'armement. Et là, donc, je veux dire, la Marine nationale permet de plus en plus au public d'approcher justement cet avion. Et vous-même, vous devez être, je trouve, c'est très honorifique de pouvoir montrer donc votre travail davantage au public. Que ressentez-vous justement? Vous devez être fier, j'imagine. Oui, tout à fait, c'est une grande fierté. Et puis surtout, ça permet aux gens de découvrir finalement un avion qui est méconnu. Et pourtant qui sert dans toutes les opérations, quasiment toutes les opérations que les armées françaises font actuellement. Depuis les opérations, on va parler récemment, depuis le Sahel, des opérations comme Harmattan, Serval, Barkhane, il a été de toutes les opérations. Et il y a également beaucoup d'opérations méconnues, puisque une des missions prioritaires de l'ATL2, c'est le soutien à la force océanique stratégique, donc nos SNLE. Donc on réalise des missions pour eux, des missions d'entraînement à leur profit. Et également, il y a une recrudescence de l'activité sous-marine, notamment russe. Et donc on participe au suivi de cette activité depuis l'Orient ou des bases, par exemple en Angleterre, ça se fait assez régulièrement. Oui, donc en fait l'émission c'est jour et nuit. Tout à fait, H24, 7 jours sur 7. H24. Alors vous êtes commandant, vous le disiez tout à l'heure, de cet avion depuis 3 ans, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'après, il y a un temps maximum pour être commandant de ce genre d'avion, de ces missions? Ou est-ce que vous passez à un autre avion? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas vraiment de règles. En général, on fait au moins 5-6 ans, parce qu'il faut quand même rentabiliser la formation. Oui. Et après, effectivement, il est possible d'aller sur d'autres avions dans la marine, parce qu'il y a également les Falcon 50 qui font de la surveillance maritime. Ils sont très jolis en plus. Voilà. Donc ça peut être une possibilité, ou également faire instructeur. Voilà. Et en fonction des carrières, par exemple les carrières d'officiers sous contrat se terminent en général au bout d'une vingtaine d'années, donc c'est l'heure de la reconversion. Moi, je suis très étonné vous êtes très jeune, vous avez déjà une grande expérience, mais quelle a été votre formation à vous, votre parcours? Je suis très, très curieux de comment vous pensiez votre vie quand vous aviez 14 ou 15 ans. Ben justement, j'ai commencé à piloter en aéroclub quand j'avais 15 ans. Ah ouais. Donc j'ai fait de l'aéroclub, du planeur également. Et je me suis engagé quand j'ai eu 21 ans dans l'aéronautique navale en tant qu'éopan. J'ai suivi toute la formation, le cursus multimoteur. Et ensuite... C'est l'équivalent d'une école d'ingénieur? Non, l'équivalent d'une école de pilotage civil. Tout à fait. Voilà, on passe un diplôme on passe le brevet de pilote de ligne, le brevet théorique, et on a également les qualifications équivalentes civiles, donc le CPL, le brevet de pilote professionnel, et la qualification de vol aux instruments. Et ça vous fait toujours rêver de voler? Oui, tout à fait. Je ne crois pas que je ferai autre chose dans ma vie. Et vous avez la mer en plus? Oui. Donc c'est formidable. Le ciel, la mer, enfin c'est... En plus, moi je suis breton, donc je suis quand même assez attaché à la mer. Une question, vous êtes de l'Orient peut-être, non? Vous êtes de Bretagne du Nord? Alors moi je suis né à Saint-Malo, donc c'est pas très loin. Alors les auditeurs qui vont nous écouter, qui nous écoutent, eh bien, nous saluons Saint-Malo. Lieutenant de vaisseau Raphaël, si vous voyez un Atlantique 2, voilà, vous pouvez... Et alors, l'équipage qui est avec vous est le même depuis les 3 ans Oui, globalement, un équipage est formé, il y a quelques mois de formation en commun avec tout l'équipage, et ensuite l'équipage reste ensemble une durée de vie de l'ordre de 3 à 5 ans pour un équipage. Ça, ouais. Il y a quelques petits changements au fur et à mesure des années, des mutations, des progressions individuelles de chacun. Globalement, on garde la même ossature d'équipage. Quelles sont vos principales exigences vis-à-vis de votre équipage? La première exigence, c'est la rigueur et le professionnalisme. Ensuite, vu qu'on se transmet comment? Déjà par la formation des opérateurs, des pilotes. Et après, on fait régulièrement des entraînements tous ensemble. Et du coup, on s'entraîne soit au simulateur, parce qu'on a un simulateur pour pouvoir s'entraîner. Donc là, on est monitoré. Également, quelques vols d'entraînement qu'on fait ensemble, où entre guillemets, on s'autogère, on se débriefe entre nous et on essaie de progresser tous ensemble. Super ambiance à bord c'est plutôt important, parce qu'on est très souvent ensemble. C'est une petite famille finalement. Et puis, on part en mission ensemble.
on se connaît bien, et c'est vrai que la bonne entente, forcément, c'est nécessaire pour avoir un bon fonctionnement de l'équipage. Et l'intérieur de cet avion, parce que là, on le visitera plus tard, hein, mais là, on n'a vu que l'extérieur. Comment est-ce à l'intérieur? Il y a des sièges, comme vous disiez tout à l'heure, vous pouvez l'accommoder selon les missions, mais en général, mettons que ça soit une figuration pour des missions de sauvetage en mer ou de repérage, plutôt de repérage, surveillance en mer. La particularité de la TL2, c'est que si vous le voyez, à l'avant de l'avion, il y a ce qu'on appelle le nez vitré. Oui. Donc il y a une grande bulle avec également des vitres sur les côtés. Donc c'est le poste privilégié pour tout ce qui est observation et prise de photos. Il est quasiment utilisé dans toutes les missions pour la recherche visuelle. Ensuite, il y a les cockpits avec les 2 pilotes et les mécaniciens de bord. Et ensuite, au milieu de l'avion, on retrouve la tranche tactique. Alors eux, ils sont dans le noir justement pour pouvoir... Ils ont les écrans radars, etc. Enfin, ils y voient beaucoup mieux en étant plutôt dans le noir. Et on retrouve également à l'arrière de l'avion, il y a 2 petites bulles juste devant la dérive. En fait, c'est également des postes d'observation. Donc en permanence, il y a toujours au moins 5 ou 6 personnes à regarder dehors. Donc c'est très utile et ça marche plutôt bien dans toutes les missions de surveillance, de recherche et sauvetage. Et les repas, vous les prenez à bord parfois? Avec tout à fait, toutes les missions qu'il y a, il faut bien se nourrir. Tout à fait, on a un frigo, un four, donc il y a de quoi nourrir tout le monde. D'ailleurs, c'est important sur une mission d'une dizaine d'heures de vol de pouvoir se restaurer à minima. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle entre la tranche tactique et l'arrière de l'avion, il y a ce qu'on appelle la tranche repos. Finalement, on a un petit carré pour pouvoir manger, se reposer. Il y a des sièges repos. Il y a également des bannettes, c'est des couchettes finalement, comme ça. Donc ça permet de se reposer sur les longs vols. Et de toute façon, et la gymnastique, tout ça, tout ce qui est, j'imagine que vous en faites automatiquement, très souvent, pour maintenir quand même une forme, parce que... Oui, effectivement, il faut une bonne forme physique et on essaie de faire du sport régulièrement. Oui. On est suivi médicalement régulièrement. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu à la partie technique de l'appareil, sur l'observation électronique? Est-ce que l'appareil est très équipé en radar, j'imagine? Alors on a un radar qui permet de faire qui est principalement fait pour la détection maritime, donc soit la recherche de bâtiments de surface, et également la recherche de sous-marins. Donc les sous-marins, comment on les recherche? Ils doivent parfois faire ce qu'on appelle des indiscrétions, c'est-à-dire sortir un périscope ou un mât électronique. Donc c'est ce genre d'écho qu'on recherche, donc c'est tout petit en fait. Et du coup le radar a des modes particuliers pour la recherche de sous-marins qui serait l'immersion périscopique. D'accord. Et il y a tout à fait au bout du fuselage un grand appareillage assez mystérieux, une longue queue. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là? Ça c'est ce qu'on appelle la queue MAD. Donc MAD, ça veut dire détecteur d'anomalies magnétiques. Ça sert en fait à détecter les perturbations magnétiques du champ terrestre. En fait, à chaque point du globe, il y a un certain champ magnétique. Et si jamais il y a une masse métallique qui perturbe ce champ magnétique, cet instrument en fait, permet de détecter. Et typiquement, une perturbation dans le champ magnétique, pour nous, ce qu'on recherche, c'est des sous-marins. Donc un sous-marin, c'est des quelques milliers de tonnes de ferraille, si je puis dire, sous l'eau, et on est capable de détecter grâce à la QMAD. Ça dépend en fait de la taille du sous-marin et de sa profondeur. C'est de l'ordre de la centaine de mètres à plusieurs centaines de mètres. Et est-ce que l'Atlantique 2 a également possibilité de tirer, de tirer des missiles? Est-ce qu'elle est équipée? Oui, tout à fait. En fait, sous l'avion, on a une soute à bombe en fait, où on est capable, en fonction des missions, de prendre soit des torpilles anti-sous-marines, donc c'est les torpilles Mu-90, des missiles AM-39, le fameux Exocet, donc on peut en mettre 2 en soute, et également des bombes guidées laser. Voilà. En temps de paix, on vole quasiment systématiquement avec ce qu'on appelle des chaînes SAR. En fait, c'est des canaux de sauvetage largables.
D'accord. En fait, c'est un avion qui est complet, enfin multirôle. Tout à fait, c'est multimission. Multimission, multirôle, On n'a équipage. pas parlé de la propulsion. C'est un avion qui a 2 moteurs. Oui, il y a deux turbopropulseurs Rolls-Royce de 6000 chevaux chacun. Il décolle à combien de vitesse Environ 130 nœuds en fonction de la masse. D'accord. 250 km/h. Voilà, comme ça, merci de nous préciser, c'est vrai. En tout cas, on a survolé, si on peut dire, cet avion qui mérite. Vous méritez également, vous, en tant que... Bonjour, il y a du monde qui arrive. Nous allons commencer ce meeting. Nous vous remercions infiniment, lieutenant de vaisseau Raphaël. Nous allons vous laisser aux commandes de ce très bel avion et vous laisser continuer toutes ces missions dont nous vous remercions. Et nous vous remercions également pour avoir témoigné auprès de nos auditeurs de IDFM Radio Anguin. À très bientôt. Merci, à bientôt. DFM 98 Radio Anguin, interview aéronautique et marine, Carrefour de l'air et les 120 ans de l'Aéroclub de France 2018 au Bourget. Tout ce meeting avait été orchestré par une diversité d'informations sur les avions et par la voix poétique de notre ami M. Bernard Chabert, pilote, journaliste et commentateur des plus grands meetings aériens. Et nous le remercions d'avoir accepté, après la fin de cette longue journée, de témoigner quelques minutes à notre antenne sur fond de moteur départ de l'Atlantique 2 et du vent qui commençait à se lever sur les pistes du Bourget. Et bien maintenant, nous sommes en compagnie de Bernard Chabert. Bernard Chabert qui est bien connu pour tous les passionnés d'aéronautique et qui a fait aujourd'hui pour le Carrefour de l'air et surtout pour le meeting des 120 ans de l'Aéroclub de France, eh bien toute la présentation comme il sait toujours magistralement le faire. Bonjour Bernard Chabert. Bonjour. Alors j'aurais voulu savoir un tout petit peu comment vous avez ressenti ce meeting des 120 ans. Ce qui est important, c'est que d'abord c'est symbolique, mais les 120 ans de l'Aéroclub de France, c'est quand même un moment important. Et surtout au Bourget, parce que le Bourget, c'est un aéroport qui est de tous les grands aéroports de l'histoire classique de l'aviation d'autrefois. C'est quand même le seul survivant, c'est l'aéroport est lui-même un symbole et les 120 ans de l'Aéroclub, c'est un autre symbole. Donc c'est fêter tout ça à travers un meeting aérien sur un aéroport qui est en même temps un aéroport en activité, c'est quand même aussi quelque chose d'assez remarquable et c'est quelque chose qui n'aura pas lieu bien sûr. La Patrouille de France en ouverture. La Patrouille de France, elle débute sa saison, mais la saison n'est pas encore commencée à tel point que ils sont venus, si je puis dire, en civil, c'est-à-dire en combinaison verte et non pas en combinaison bleue de la patrouille, puisqu'il faut encore que leur présentation soit validée par le chef d'état-major et le véritable début de la saison sera à la Pentecôte, à la Ferté-Alais. Ce sera leur première présentation en vol normal. Alors il y a eu tout un panel également d'avions. Principalement des avions historiques, ce qui est un peu normal pour fêter les 120 ans de l'Aéroclub. C'est finalement les avions historiques, c'est aussi c'est le romantisme aéronautique et c'est quelque chose qui change un petit peu du contenu, par exemple du Salon du Bourget. Là, on est uniquement dans l'histoire et dans le passé. C'est votre monde, l'aviation ? Oui, moi j'ai aucun mérite à ça, j'y suis né, j'y ai vécu, je continue. Mon père volait, avec ma femme qui elle-même volait, on a fait un garçon qui est instructeur. Et quel est maintenant votre prochain meeting ? C'est la Ferté-Alais, avant il y a Gap et il y a une saison qui est une saison assez animée avec pas mal de meetings, donc il y a une espèce de renouveau des meetings aériens après une petite période de creux et là maintenant le soleil brille et on va y aller. Alors d'où vient cette poésie magnifique à chaque fois ? Je sais pas, là on est avec et ça fait partie des paramètres qu'on ne maîtrise pas. On est dedans et puis c'est tout. Merci infiniment. Le ciel se refermait sur le meeting aérien des 120 ans de l'Aéroclub de France. Les avions allaient rejoindre leur base. Et voici en guise d'au revoir le passage du Rafale Marine.
Nous remercions tous les intervenants ainsi que nos auditeurs pour avoir suivi notre émission et à bientôt sur IDFM 98 Radio Anguin.